L'intelligence artificielle, avec ChatGPT notamment que vous avez sous les yeux, change en profondeur notre vie, que ce soit d'un point de vue personnel comme professionnel. Mais il y a un environnement qui est fortement impacté par l'IA. Cet environnement, c'est la géopolitique. L'intelligence artificielle est en train de modifier, là aussi en profondeur, l'équilibre du monde. Alors comment l'intelligence artificielle impacte cette géopolitique et comment cette géopolitique oriente les innovations et les investissements vers l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble dans cette vidéo analyse complète. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce sujet spécifiquement sur la chaîne, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous êtes abonné, vous avez l'habitude. Voici l'intégralité des éléments que nous allons aborder ensemble. Il y en a beaucoup, donc je vous propose d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Pour bien structurer cette vidéo et notre analyse, on va se baser sur deux éléments fondamentaux de la géopolitique, ces deux éléments qui induisent le pouvoir d'une nation et donc sa position dans l'ordre mondial. Et donc ces deux éléments fondamentaux, vous les avez sous les yeux, ce sont les hard powers d'un côté et les soft powers. Je vais détailler bien entendu en quoi ça consiste, mais bien évidemment, ces deux éléments ont un impact direct sur la manière dont on investit dans l'intelligence artificielle et dont on innove, mais aussi l'intelligence artificielle rebat toutes les cartes au sein de ces deux éléments. Donc les hard powers, ce sont toutes les forces d'un pays qui vont lui permettre finalement de mettre la pression entre guillemets à d'autres pays. On parle ici de forces militaires, de politique, mais aussi de sanctions économiques. On en a vu un certain panel avec la guerre russe-Ukraine que nous suivons actuellement et il y a eu justement des pressions économiques qui ont été exercées de ce côté-là pendant que la Russie, elle, joue plutôt sur sa force militaire. Donc ça, c'est pour le côté hard powers niveau géopolitique. Du côté soft powers, ça va être plutôt tous les pouvoirs indirects qui confirment la puissance d'un pays. Je parle ici de son économie et de sa culture principalement. Et donc maintenant, dans cette vidéo, eh bien en fait, on va voir comment l'intelligence artificielle impacte chacun de ces éléments et comment chacun de ces éléments, du coup, oriente les innovations IA que nous avons découvert cette année et qui bouleverseront encore notre vie au cours des années à venir. Le premier point qui fait de l'intelligence artificielle un enjeu géopolitique majeur, eh bien, c'est le fait que l'intelligence artificielle générative pourrait augmenter le PIB mondial, donc la richesse mondiale de 7%. C'est issu d'un document très complet de Goldman Sachs. Bien entendu, je vous partagerai toutes les sources que je vous présente ici en description pour que vous puissiez les analyser en détail. Et ce que nous dit notamment Goldman Sachs, c'est que cette croissance, cette augmentation de 7% de la richesse mondiale représente 7 000 milliards de dollars chaque année. C'est énorme. À titre de comparaison, ça représente plus de 2 fois le PIB annuel de la France. Donc imaginez la part du gâteau supplémentaire que va générer l'intelligence artificielle et donc la volonté, l'ambition de tous les pays de pouvoir en récupérer la plus grosse partie. Forcément, de ce côté-là, l'intelligence artificielle est un enjeu majeur. L'autre enjeu de l'IA, c'est du côté de la productivité qu'on va le trouver. Dans ce document ici réalisé par McKinsey sur l'évolution du PIB mondial et donc la croissance de la richesse dans le monde, eh bien en fait, on remarque que cette croissance, elle est induite par deux caractéristiques. La caractéristique emploi, donc le recrutement, le volume d'emplois créés chaque année, mais aussi la productivité. Et ce qu'on remarque dans le graphique que vous avez sous les yeux, eh bien, c'est que de 1972 à 1992, vous avez en bleu clair l'emploi qui représente la plus grosse partie de la croissance mondiale. Et depuis 92, on a une baisse de l'importance de l'emploi dans cette croissance au profit de la productivité. Autrement dit, aujourd'hui, la productivité a plus de poids dans la croissance plutôt que la création de l'emploi. Et ce qu'on remarque également, c'est que dans la décennie 2012-2022, qui a fortement été impactée par la crise de la Covid-19, eh bien pour la première fois, en tout cas depuis 2002, ce niveau de productivité, du coup, diminue, ce qui fait que la croissance est en train de ralentir au niveau mondial. L'intelligence artificielle
artificielle devient donc une opportunité pour reprendre de la croissance de ce côté-là et surtout les nations qui arriveront à en tirer pleinement profit d'un point de vue productivité, eh bien généreront le plus de richesses. Donc ça, c'est un deuxième élément pour lequel l'intelligence artificielle est un enjeu géopolitique majeur. Pour continuer dans cette partie soft powers et notamment la partie économie de ces soft powers, ce qu'on apprend dans un autre document du Forum économique mondial, c'est que l'intelligence artificielle, j'ai essayé de vous surligner la partie pour que vous puissiez regarder ça tranquillement avec moi, eh bien l'intelligence artificielle va détruire des emplois, mais elle va aussi en créer. En tout cas, elle va modifier en profondeur le marché de l'emploi. Et ce qu'on apprend dans ce document, c'est que logiquement, d'ici 2030, les prévisions sont les suivantes. Il y aurait une destruction de 83 millions d'emplois à cause de l'intelligence artificielle et seulement, j'allais dire entre guillemets, 69 millions d'emplois qui seront créés. Donc ça fait une perte nette de 14 millions d'emplois, ce qui représente 2% de l'emploi actuel. 2%, vous me direz, ça fait peu, mais à l'échelle d'un pays, ça peut engendrer notamment des mouvements sociaux qui fragiliseraient la politique d'un pays et donc son poids d'un point de vue géopolitique, son poids dans l'équilibre mondial. Donc forcément, la transformation IA de la population de ce côté-là va être aussi un enjeu majeur. Il va falloir mener des politiques d'éducation qui soient optimisées. On va y revenir juste après. Avant ça, je souhaitais vous montrer ce graphique qui est extrait du document du Forum économique mondial que je vous présentais précédemment. À gauche, vous avez les 10 emplois qui vont croître le plus rapidement d'ici 2027. Donc c'est ici finalement que vont se situer les opportunités. Donc si vous devez vous former et embrasser une nouvelle carrière, peut-être penchez-vous sur ces 10 métiers. Donc on a des experts et des spécialistes de l'intelligence artificielle et du machine learning notamment, des analystes en business intelligence, en sécurité informatique, en sécurité de l'information, des data analystes, etc., etc. Et à droite, nous avons plutôt tous les métiers historiques qui, eux, vont être fortement impactés par l'intelligence artificielle et qui vont être supprimés le plus rapidement. C'est intéressant puisque j'ai fait pas mal de conférences sur le sujet, notamment auprès de banquiers. Le métier de la banque et de la finance se retrouve en tête justement de liste et donc vont faire partie des métiers les plus impactés par l'intelligence artificielle. Je bouge rapidement la caméra pour que vous puissiez jeter un œil complet sur l'intégralité du classement des emplois à risque. Donc on a notamment en tout bas de liste, en 10e position, les commerciaux qui font du porte-à-porte aujourd'hui, les vendeurs de nouvelles, notamment qui sont présentés ici, et vous voyez la finance et la législation, notamment la comptabilité, qui sont représentés assez fortement. Et donc, quand on voit tout ça et qu'on analyse notamment ce document que j'ai pu consulter juste ici, eh bien on se rend compte que la société va être modifiée en profondeur, qu'il va falloir accompagner les populations pour monter en compétences et essayer d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur métier s'ils souhaitent rester employables ou alors carrément se reconvertir vers des métiers d'avenir liés à l'intelligence artificielle notamment, et tout ça passe irrémédiablement par l'éducation. Donc c'est pour ça que l'éducation est un enjeu géopolitique majeur qui va être renforcé notamment par cette révolution intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va notamment induire les programmes pédagogiques que nous allons devoir travailler pour l'intégrer finalement dès le plus jeune âge, mais on va aussi devoir intégrer justement cette intelligence artificielle dans nos méthodes d'éducation pour pouvoir offrir des programmes qui soient le plus optimisé possible, le plus efficace possible. Et là, l'intelligence artificielle, elle offre de multiples opportunités. Déjà, comme vous le voyez dans ce document que vous avez sous les yeux, la première opportunité de l'intelligence artificielle dans l'éducation, eh bien, c'est de proposer un apprentissage personnalisé. On est capable aujourd'hui avec l'IA de proposer des programmes sur mesure et donc d'accompagner de manière plus personnalisée les étudiants dans leurs projets scolaires et leurs projets professionnels.
L'autre chose, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir avoir des feedbacks en temps réel et donc modifier en temps réel également nos méthodes de formation, nos méthodes pédagogiques, mais aussi le contenu de nos programmes pédagogiques. Et le point qui est fondamental juste ici, et il nous impacte déjà aujourd'hui avec Internet, c'est finalement la prolongation d'Internet, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on va avoir accès à des ressources éducationnelles, pédagogiques avancées. Aujourd'hui, il est très simple de suivre des cours du MIT, de Harvard par exemple, des meilleures universités américaines. Ce que moi je fais pour me former à l'intelligence artificielle, je suis pas mal de choses outre-Atlantique, j'allais dire, ce que je n'aurais jamais pu faire au moment où j'étais à l'université. Et ça, forcément, ça a aussi un impact géopolitique, puisqu'en fait, je suis des programmes pédagogiques qui sont orientés sur ou vers ou à partir des valeurs américaines notamment, et forcément, la manière dont j'apprends est influencée par la culture américaine. Donc ça a un impact géopolitique. Derrière, il y aura quelques évolutions aussi de la pédagogie, de l'éducation avec l'intelligence artificielle, notamment, comme je le disais précédemment, des programmes pédagogiques adaptatifs, des assistants virtuels aussi. On pourrait envisager demain d'avoir un avatar de notre professeur à qui poser des questions H24 notamment, et ça va aussi améliorer les travaux collaboratifs. Et donc en fait tout ça c'est un enjeu. Pourquoi ? Parce que si l'éducation n'est pas au rendez-vous et si l'accompagnement des populations n'est pas au rendez-vous, eh bien la majorité des travailleurs vont se retrouver dans des situations précaires à cause justement de cette intelligence artificielle. Et comme vous le voyez dans le visuel que j'ai essayé de créer ici avec ChatGPT, ça va forcément engendrer des mouvements sociaux d'ampleur. La peur, l'innovation génère bien souvent des mouvements sociaux, et donc s'il y a mouvements sociaux, il y a fragilisation de la politique du pays concerné, et donc si le pays concerné est fragilisé dans sa politique nationale, il a forcément moins de poids dans sa politique internationale, même si par le passé on a des contre-exemples de ce côté-là, et vous pourrez les mettre en commentaire. Je pense notamment à Jacques Chirac ou encore plus récemment Emmanuel Macron, qui doit peut-être sa réélection à sa position géopolitique face à la Russie avant les élections présidentielles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour faire de la politique, mais plutôt pour comprendre comment l'IA change l'équilibre du monde. Donc à ce stade, on a vu comment l'intelligence artificielle impacte l'économie d'un point de vue géopolitique. Donc la première partie des soft powers que nous avons vu en introduction. La deuxième partie, c'est la culture. Et ça, c'est fondamental et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Pour ça, je vous amène sur une vidéo que j'ai partagée sur la chaîne il y a 3 ans maintenant. J'ai clairement changé depuis. Vous êtes peu nombreux à avoir vu cette vidéo qui s'appelle « Comment les réseaux sociaux nous manipulent ». Je vous la mets en lien dans la description. Vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Mais en fait, dans cette vidéo, je présente comment les algorithmes sur les réseaux sociaux et comment l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux impacte notre culture en nous proposant, en nous influençant dans la manière dont nous consultons le contenu en ligne et surtout sur les thématiques que nous consultons, sur les contenus finalement que nous consultons en ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que les algorithmes aujourd'hui, via l'intelligence artificielle notamment, eh bien, nous poussent certains contenus, que ce soit sur Netflix, on va vous pousser des séries, des films en fonction de vos comportements et d'autres indicateurs. Sur des services de streaming, on va vous pousser à certaines musiques plutôt que d'autres en fonction aussi de ces indicateurs. Et sur les réseaux sociaux, on va vous proposer du contenu qui génère de l'engagement, mais donc du coup sur des thématiques qui peuvent être parfois clivantes et qui peuvent vous influencer dans vos réflexions, que ce soit les plus minimes comme les plus importantes. La problématique que nous avons aujourd'hui d'un point de vue intelligence artificielle, c'est que la majorité de ces outils qui font notre quotidien sont des outils américains, donc sont paramétrés selon des réflexions américaines, selon des valeurs américaines. Donc aujourd'hui, nous sommes clairement avec ces outils sous influence américaine. Donc ça a un poids, c'est-à-dire que notre culture est
progressivement influencé par la culture américaine, et puis demain ce sera sans doute la culture chinoise comme on le verra un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, et ça c'est un danger majeur puisque notre culture risque d'être effacée progressivement au profit des cultures qui dominent le monde d'un point de vue intelligence artificielle, ou en tout cas seront clairement directement influencées. Donc ça c'est un sujet aussi à avoir en tête en proposant les meilleurs outils d'intelligence artificielle, en remportant la bataille de l'intelligence artificielle. La nation qui sera leader, eh bien se garantit la possibilité d'influencer le monde selon ses besoins, selon ses objectifs et selon ses valeurs. L'autre gros pilier aussi de l'intelligence artificielle qui va forcément avoir un impact majeur sur la géopolitique, eh bien c'est tout simplement la création de contenu. Comme vous le voyez juste ici, et cet article c'est bien souligné en jaune et je trouvais ça intéressant, il a plus de 3 ans puisqu'il a été publié le 8 septembre 2020 par The Guardian, qui avait fait rédiger déjà à l'époque. C'est là en fait que l'intelligence artificielle, nous on l'a vu d'un point de vue grand public apparaître en 2023, mais GPT-3 ça existait déjà en 2020, et déjà en 2020 The Guardian se posait la question de la création de contenu par l'intelligence artificielle et donc des dérives que ça peut avoir derrière, et pour justement expérimenter tout ça, eh bien ils avaient demandé à GPT-3 de rédiger un article complet donc avec l'intelligence artificielle. Cet article, vous l'avez juste ici, il est assez impressionnant, je vous encourage à aller le lire si vous le souhaitez, si vous souhaitez creuser le sujet, et vous verrez que déjà en 2020, on faisait des choses incroyables. La problématique, c'est que cette intelligence artificielle générative va nous permettre de créer automatiquement plus de contenu, et tout ça fait que l'intelligence artificielle, comme vous le voyez dans cet article du Washington Post, va devenir un super propagateur de désinformation. Ça, on l'a vu notamment dans les élections présidentielles, que ce soit aux États-Unis ou en France, influencé notamment par des contenus créés de toutes pièces par les Russes sur les réseaux sociaux notamment. Et bien maintenant, avec l'intelligence artificielle et notamment la possibilité d'automatiser votre création de contenu, vous l'avez vu si vous avez suivi ma formation automatisée ChatGPT, dont le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et bien en fait, maintenant qu'on peut créer du contenu en quelques minutes et de manière automatisée, et bien on peut diffuser n'importe quelle fake news facilement. On peut aussi utiliser les logiciels de création d'images pour illustrer nos contenus et apporter des preuves à notre fake news. Donc tout ça, forcément, ça va là aussi avoir un impact géopolitique. Ça peut clairement fragiliser l'équilibre mondial, et forcément il y aura des guerres de désinformation entre les plus grosses puissances de l'intelligence artificielle. Autre volet majeur de l'intelligence artificielle, c'est le volet surveillance. Surveillance de la population. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle via notamment la reconnaissance faciale pour suivre les faits et gestes de votre population, ce que fait très bien la Chine, mais vous pouvez utiliser aussi l'intelligence artificielle pour faire de l'espionnage, que ce soit de l'espionnage politique, que ce soit de l'espionnage militaire ou de l'espionnage industriel. C'est très bien présenté dans ce document de Brookings que vous avez sous les yeux, et notamment dans ce document on voit comment la Chine, avec l'intelligence artificielle, a intégré plutôt cette intelligence artificielle dans sa stratégie pour se spécialiser dans la surveillance, que ce soit la surveillance de sa population ou la surveillance justement des plus grosses nations. Et ça, on va y revenir juste après puisque la stratégie de la Chine est très intéressante sur le sujet, mais ce qu'on nous dit juste ici, c'est que justement les exportations des technologies IA chinoises sont aussi pensées dans un but de surveillance et d'augmenter leur influence, l'influence de leur politique, l'influence de leur philosophie dans le monde, pour essayer d'en convertir un maximum de nations à leur manière de penser, à leur manière d'évoluer. Et ça, forcément, ça a déjà des impacts sur le commerce, sur les exportations à l'international, et ça, vous allez voir juste après, c'est assez intéressant. D'ailleurs, une information qui avait fait grand bruit en fin d'année 2022, c'était les États-Unis qui annonçaient bannir la marque Huawei, donc la marque de technologie chinoise, pour des raisons de sécurité, en considérant que Huawei était un risque, un danger pour la sécurité nationale aux États-Unis, pour notamment toutes ces problématiques de surveillance et d'espionnage. Ça, c'est vraiment incroyable, et on y est, c'était en 2022, et forcément, avec ce qu'on a vu en 2023, c'est loin de s'arranger. Ce qui
qui nous amène à un paradoxe important que nous allons devoir résoudre pour réussir aussi notre transformation intelligence artificielle sans fragiliser l'équilibre du monde, c'est la protection des données, la protection de la vie privée. Et là, c'est un réel enjeu. Pourquoi ? Parce que les intelligences artificielles reposent sur la donnée. Les IA ont besoin de données pour être entraînées. Elles ont besoin d'informations qu'ils peuvent récupérer sur Internet, mais aussi des comportements des humains, des populations et aussi des statistiques sur les populations pour pouvoir avancer et pour pouvoir être paramétrés. C'est aussi sur les données qu'évoluent les modèles de langage que nous utilisons aujourd'hui. Par exemple, GPT-4 a été entraîné sur des milliards et des milliards de données jusqu'à avril 2023 et GPT-5 est en cours d'entraînement sur tout un tas de données que nous laissons sur Internet à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un point central et le point qui est important aujourd'hui et ce qui freine aussi beaucoup d'institutions et beaucoup d'entreprises dans leur adoption de l'intelligence artificielle, c'est que les données sont exploitées, sont stockées par ces outils d'intelligence artificielle, mais qu'on a peu d'informations là-dessus. Est-ce que ces informations sont stockées de manière sécurisée? Est-ce qu'elles peuvent être récupérées par des cyberattaques, notamment s'il y a une guerre IA entre deux nations? On pourrait envisager que ChatGPT soit demain piraté par une institution ou par une organisation, j'allais plutôt dire, chinoise, et donc que nos données soient récupérées de cette manière-là et exploitées derrière peut-être de manière malveillante. Ça, c'est un réel enjeu et forcément, ça peut nous fragiliser aussi d'un point de vue politique et géopolitique puisqu'on pourrait récupérer des données sensibles sur tout un pays, sur tout un gouvernement par exemple. C'est un enjeu majeur que nous avons ici. Clairement, s'il y a une troisième guerre mondiale qui serait la guerre mondiale de l'intelligence artificielle, la protection et l'exploitation, l'acquisition des données serait un enjeu majeur, ce qui m'amène naturellement à aborder le sujet maintenant des hard powers d'un point de vue géopolitique. Donc on a vu les soft powers, l'économie, la culture, comment l'intelligence artificielle allait impacter ces deux sphères. Et donc maintenant d'un point de vue hard powers, donc principalement force militaire, il y a aussi des enjeux majeurs pour avoir du pouvoir géopolitiquement. Eh bien il faut une force militaire qui soit imposante, qui fasse peur, entre guillemets, et donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, va être un enjeu majeur. Je dis aujourd'hui, mais finalement, ça date depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme vous le voyez avec le partage que je vous ai mis à l'écran, le film Imitation Game, qui est l'histoire de Alan Turing, qui a décrypté la machine Enigma au cours de la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis notamment aux États-Unis et ses alliés de remporter la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à l'époque, Alan Turing, considéré comme le père fondateur de l'informatique, eh bien, utilisait déjà les nouvelles technologies comme une arme militaire. Donc ça, c'est finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'allais dire, de ce côté-là. C'est des tendances que nous avions déjà à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 40. Je vous laisserai ce document, vous aurez le lien dans la description. C'est assez intéressant la manière dont c'est présenté, l'impact en fait qu'a eu l'informatique dans finalement la résolution du conflit mondial 39-45. Donc vous pourrez aller voir ça tranquillement. Et donc aujourd'hui, on a des actualités bien plus proches de nous et bien plus tristement proches de nous. La guerre entre Israël et le Hamas, où du coup une intelligence artificielle nommée Évangile permet à Israël d'identifier des cibles militaires et donc de bombarder des cibles stratégiques en fonction de données récupérées par l'intelligence artificielle et d'algorithmes qui définissent les meilleures cibles. Donc ça, c'est présenté notamment dans cet article de France Info que vous avez juste ici. Donc l'intelligence artificielle s'appelle en hébreu Abzora, ce qui signifie évangile en français. Et donc dans ce document, on apprend concrètement comment l'intelligence artificielle et comment elle fonctionne et comment elle se base sur des datas pour identifier des cibles militaires importantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle permet à Israël de bombarder plus de points qu'elle ne le ferait sans l'IA. Donc en fait, il y a plus de forces militaires de ce côté-là. Et ça, forcément, ça va être un enjeu militaire important dans les conflits à venir ou peut-être dans l'évitement, j'allais dire, des conflits à venir si on arrive à entrer dans une certaine guerre froide de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'on en est peut-être pas si loin. Car oui, maintenant qu'on a vu l'impact de l'intelligence artificielle sur les hard powers, donc la force militaire, et les soft powers, l'économie et la culture, eh bien maintenant, il est important de faire une cartographie du monde et de voir quelles sont les nations
actuellement qui règne sur l'intelligence artificielle. Et là, c'est très très clair, il y a deux puissances mondiales qui sont au-dessus dans le paysage de l'intelligence artificielle. Ce sont les États-Unis, grâce notamment à leurs universités et à leurs entreprises ultra innovantes, et notamment les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, et on pourrait même ajouter un M pour Microsoft, donc plutôt les GAFAM. Donc là-dessus, les États-Unis sont à la pointe de la technologie, et la Chine, elle, est plutôt bien armée, j'allais dire, pour sa capacité à investir notamment, et sur son avance aussi. L'intelligence artificielle est intégrée dans la politique chinoise depuis de nombreuses années maintenant, et peut-être à l'inverse des États-Unis qui, eux, peuvent s'équiper, j'allais dire, des meilleurs cerveaux mondiaux qui migrent vers les États-Unis, la Chine mise plutôt sur sa population qu'elle forme en masse pour pouvoir justement créer des intelligences artificielles full locales. Et donc voilà les deux populations, les deux nations aujourd'hui qui règnent géopolitiquement, j'allais dire, sur l'intelligence artificielle. Et pour avoir quand même une cartographie un peu plus complète des nations qui lead l'IA et leur impact sur la géopolitique, je voulais vous partager ce visuel, ce graphique qui est issu d'une étude de Lazard que je vous partagerai là aussi en description, dans laquelle en fait vous allez retrouver tous les blocs qui sont fondamentaux dans l'évolution, dans l'innovation intelligence artificielle, leur importance, leur niveau d'importance d'un point de vue géopolitique, et quels sont les pays qui sont leader du coup sur ce bloc. Le premier bloc, forcément le plus important aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la puissance informatique, les puces, les semi-conducteurs qu'on abordera encore un tout petit peu plus tard, les data centers, les centres de données notamment sont des points importants. Et là sur ce bloc donc de la puissance informatique, qui est le bloc sans doute le plus important d'un point de vue géopolitique, les États-Unis sont en tête, Taïwan qui est leader sur la partie semi-conducteur arrive là aussi très bien placé, on a le Japon, la Corée du Sud et les Pays-Bas d'un point de vue européen qui s'en sortent plutôt pas mal, les Pays-Bas étant en avance notamment sur tout l'aspect robotique, donc voilà, c'est la raison pour laquelle sans doute ils sont assez bien placés dans la partie puissance informatique. On a un deuxième bloc qui est essentiel, puisque une fois qu'on a la puissance informatique, eh bien il va falloir tout simplement les compétences pour pouvoir exploiter cette puissance et en faire des innovations pérennes et efficaces. Et donc là, d'un point de vue compétences, on a les États-Unis avec tout leur réseau universitaire, j'allais dire, reconnu à l'international. On a la Chine qui peut compter sur une force de travail très nombreuse. L'Europe en troisième position. On verra un petit peu comment l'Europe se situe d'un point de vue géopolitique un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et on a l'Inde aussi qui se retrouve ici. L'Inde qui a un hub innovation d'un point de vue intelligence artificielle assez conséquent. Donc ça va être aussi à surveiller dans l'équilibre mondial et dans finalement les principaux acteurs qui vont jouer un rôle important dans cet équilibre. Deux blocs derrière qui sont un peu moins importants, en tout cas qui auront un peu moins d'impact d'un point de vue géopolitique, c'est la donnée. La donnée, c'est vital pour l'intelligence artificielle, mais en fait, cette donnée, aujourd'hui, elle est de moins en moins fermée et on peut la récupérer finalement de plus en plus facilement. La Chine, avec sa population importante et le fait qu'ils aient intégré déjà l'intelligence artificielle d'un point de vue surveillance auprès de leur population depuis des années, eh bien, sont leaders du côté de la donnée. On a l'Inde qui est un petit peu pareil sur le même profil, et derrière, on va retrouver les États-Unis. On retrouvera ensuite l'Indonésie qui est là pour compléter ce quatuor de tête d'un point de vue données. Et pour finir, nous avons les infrastructures physiques, notamment l'énergie, les énergies qui sont nécessaires pour faire tourner toute la puissance informatique qu'on a vu dans le bloc précédent. Donc là, c'est assez faible finalement l'impact sur la géopolitique, et deux pays sont en tête sur ce point, c'est l'Indonésie une nouvelle fois et aussi le Brésil. Donc en fait, voilà, on retrouve les États-Unis, la Chine qui sont en tête de ce paysage de l'intelligence artificielle, mais vous allez voir qu'il y a des pays qui ont leur carte à jouer et qu'il y en a d'autres que ceux qui sont cités juste ici. Je vais les détailler après puisqu'ils jouent un rôle très très précis. Mais avant ça, on va se focaliser sur cette bataille États-Unis-Chine, puisque forcément c'est vital, c'est déterminant dans l'équilibre mondial, l'équilibre géopolitique mondial. Et en fait, quand on s'intéresse à ce duo États-Unis-Chine, en fait, vous allez voir qu'il est
plus complexe que ce qu'on pourrait le croire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en guerre et que du coup, il n'y a aucune passerelle entre les deux nations, ce qui n'est pas forcément vrai, ou en tout cas ce qui n'a pas été vrai pendant un long moment, notamment quand on regarde ce document de Stanford, juste ici, que je vous partagerai aussi en description. En fait, on apprend que les États-Unis et la Chine collaborent fortement, étroitement dans les recherches liées à l'intelligence artificielle et que le nombre de publications dans lesquelles ces deux nations ont collaboré, de publications scientifiques officielles, j'allais dire, eh bien en fait, il a augmenté fortement au cours des 11 dernières années, entre 2010 et 2021. Ce nombre de publications a été multiplié par 4, et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette collaboration, ce niveau de collaboration entre les États-Unis et la Chine, donc pour cette paire, ce duo, est 2,5 fois supérieur à la deuxième paire qui arrive dans le classement, qui est le Royaume-Uni avec la Chine. En fait, il y a des classements des nations qui collaborent sur le sujet de l'intelligence artificielle. En premier, États-Unis, Chine, et derrière, 2,5 fois moins quand même. La deuxième paire, c'est Royaume-Uni et Chine à nouveau. Ce document est très complet et vous retrouvez notamment en page 30 d'autres paires, les autres paires majeures en fait derrière États-Unis, Chine. Donc comme je vous le disais à l'instant, Royaume-Uni et Chine arrivent en deuxième position. Derrière, on a États-Unis et Royaume-Uni, et en quatrième position, États-Unis et Allemagne. On ne trouve aucune trace de la France, si quand même en dernière position de ce classement, États-Unis et France juste ici, derrière notamment États-Unis et Australie, ou encore Chine et Australie. Donc en fait, quand on analyse un petit peu toutes ces données, eh bien on peut se dire que finalement la Chine et les États-Unis collaborent et donc ils ne sont pas si en froid que ça, mais ça, comme vous le voyez dans le document, ça s'arrête à 2021. Et depuis 2021, il s'est passé énormément de choses, à tel point que sur Wikipédia, on parle notamment de guerre froide liée à l'intelligence artificielle, et c'est vraiment le sentiment dans lequel on est aujourd'hui, puisque les deux nations, notamment d'un point de vue commercial, eh bien, se voue une vraie guerre de ce côté-là. On l'a vu tout à l'heure avec les États-Unis qui ont interdit les produits Huawei pour des raisons de sécurité nationale. Et donc, c'est comme ça que ça se joue aujourd'hui. On a les États-Unis qui essayent de freiner commercialement parlant à la Chine, et donc du coup on se retrouve vraiment dans une guerre froide où on pourrait se dire si demain l'intelligence artificielle générale, l'AGI, cette super intelligence artificielle qui serait plus intelligente que tous les humains réunis, eh bien il y avait une AGI américaine et une AGI chinoise, il y a fort à parier que les objectifs de ces deux AGI ne seraient pas alignés, ne seraient pas cohérents, ne seraient pas compatibles, et que du coup il y aurait une guerre entre ces deux intelligences artificielles générales. Donc en fait on se retrouve un petit peu dans la même situation que la guerre froide de l'époque, avec les États-Unis et la Russie d'un côté et la puissance nucléaire au milieu de tout ça. Et bien là c'est la même chose, mais avec la Chine et avec l'intelligence artificielle au centre de tout ça. Et donc notamment pour réduire l'impact de la Chine d'un point de vue géopolitique, en fait on a deux décisions qui ont été prises aux États-Unis, une aux États-Unis et une en Europe de manière assez proche. Donc en juin 2021, le Sénat aux États-Unis qui a adopté ce qu'on appelle l'US Innovation and Competition Act, qui vise vraiment du coup la compétition avec la Chine, qui prévoit notamment des investissements à hauteur de 250 milliards de dollars pour pouvoir évoluer, innover dans l'intelligence artificielle et ne plus dépendre notamment de certains produits, de certaines ressources chinoises. Et la même chose en Europe en février 2022 avec l'European Chips Act, donc chips étant les puces étant un élément fondamental, comme on l'a déjà évoqué régulièrement sur la chaîne, pour le développement et l'entraînement des intelligences artificielles. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc vraiment dans une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Et donc pour voir un petit peu quel était l'état des lieux de ces deux pays, j'ai demandé à Claude, en lui partageant l'intégralité des documents que je vous ai présentés jusqu'à présent et en lui demandant aussi de se baser sur ses connaissances, eh bien j'ai demandé à Claude AI, un autre outil, une alternative à ChatGPT, de me faire un tableau récapitulatif des forces et faiblesses des États-Unis et de la Chine concernant l'intelligence artificielle. Et donc en synthèse, dans ce tableau, on retrouve grosso modo les éléments qu'on a pu aborder jusqu'à présent, donc notamment d'un point de vue leadership technologique, peut-être un avantage aux États-Unis avec les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft et on pourrait presque rajouter IBM dans cet acronyme, même si derrière en Chine on a ce qu'on appelle les BATX-H, donc Baidu, notamment Alibaba, Tencent, Xiaomi si je dis pas de bêtises, et on pourrait rajouter un H pour Huawei. Donc de ce côté-là, il y a un petit peu ces deux écosystèmes technologiques qui sont un petit peu en bataille. Clairement, les États-Unis sont aujourd'hui en avance en termes d'IA générative. Ils ont aussi plus de possibilités, d'opportunités d'un point de vue calcul et puissance informatique, puisque la Chine est restreinte notamment par les contrôles à l'exportation américains, comme on l'a vu juste ici, et qu'ils ont un accès aussi plus contraignant à l'énergie qui peuvent limiter du coup ce calcul intensif. Néanmoins, la Chine du coup a deux avantages pour elle, en tout cas d'un point de vue innovation et rapidité d'exécution. C'est notamment le cadre éthique et la sûreté. Là, les États-Unis et encore plus l'Europe, qu'on va le voir après, bien du coup il y a un socle de règles qui est solide et qui permet d'encadrer du coup l'innovation de l'intelligence artificielle. Là, clairement, l'éthique en Chine, elle est minimaliste et elle est pensée justement pour favoriser une innovation rapide. Donc ça, c'est un point quand même à avoir en tête. Et ensuite, ce qui va être essentiel, c'est l'opinion des populations. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Chine est très favorable à l'intelligence artificielle et ne voit finalement peut-être que les opportunités de l'intelligence artificielle. Quand nous, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a plutôt une opinion publique qui est sensible, qui a peur de l'intelligence artificielle et notamment de la protection des données et de la vie privée, sujet qui est important pour nos populations. Donc voilà, là pour le coup, la population chinoise est plus partante et plus prête à avancer peut-être que les populations occidentales, j'allais dire. Donc l'adoption de l'intelligence artificielle serait peut-être plus simple et plus rapide en Chine qu'aux États-Unis. Donc maintenant, on a vu un petit peu l'état des lieux entre les États-Unis et la Chine, cet environnement de guerre froide qui est progressivement en train de s'installer après peut-être des années de collaboration entre ces deux nations. Et donc maintenant, on est en droit de se poser quel va être finalement l'impact de l'Europe dans cet équilibre mondial, quel va être le rôle de l'Europe dans cet équilibre. Et là, clairement, on a assez d'éléments, je pense, pour avoir une idée claire de la vision de l'Union européenne qui se dit aujourd'hui technologiquement on est très en retard d'un point de vue intelligence artificielle. Les États-Unis et la Chine sont en tête et on ne va pas pouvoir rivaliser avec eux aujourd'hui en tout cas. Donc d'un point de vue innovation, on est largué. Donc nous, on va se positionner plutôt pour une intelligence artificielle éthique et une intelligence artificielle qui soit protégée, qui soit protégeante plutôt, j'allais dire. Et donc c'est là où en fait la Commission européenne notamment a travaillé et proposé un document qui s'appelle l'AI Act. On en a déjà parlé sur la chaîne, je l'ai décrypté en détail dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. À partir, voilà, vous le voyez juste ici, il y a un chapitre, donc à partir de la 25e minute environ, je reviens en détail sur cette AI Act et sur toutes les règles qui sont présentées et auxquelles vont devoir se soumettre les acteurs de l'intelligence artificielle. Donc d'un point de vue européen, on est plus voilà, dans l'enjeu de la protection des populations plutôt que dans l'enjeu des innovations. Donc là-dessus, ça va être assez compliqué. Le rôle de l'Union européenne, elle pourrait jouer un rôle dans un cas spécifique que j'aborderai en toute fin de vidéo, le motif d'espoir géopolitique de la vidéo, je vous le donnerai à la fin, mais du coup j'ai du mal à voir comment l'Union européenne va pouvoir s'imposer dans les débats, dans les débats géopolitiques, d'un point de vue intelligence artificielle. Et l'autre partie du monde importante que nous devons aborder aussi dans cette vidéo, eh bien c'est tout simplement l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent qui est peut-être le moins connecté à Internet, dans laquelle l'adoption technologique est la moins avancée par rapport aux autres économies. Et en fait, ce qui est en train de se passer, et c'est bien présenté dans le document que vous avez ici, et là pareil, je vous partagerai en description, c'est un document de l'université d'Afrique du Sud, une université en Afrique du Sud notamment, qui explique comment la Chine est en train de s'imposer progressivement en Afrique en exportant du coup toutes ces technologies d'intelligence artificielle et notamment ces technologies de surveillance. Il y a pas mal de choses sur Internet, il faut fouiller vraiment sur l'impact de la Chine en Afrique d'un point de vue intelligence artificielle, mais vous allez trouver des documents assez intéressants dans lesquels on voit qu'effectivement tous les programmes de surveillance qui sont présents en Chine sont actuellement exportés en Afrique et donc ça c'est
c'est un point important puisque la Chine est en train de récolter des données sur l'Afrique, est en train aussi peut-être d'influencer l'Afrique par rapport à sa manière de voir l'intelligence artificielle et de voir le monde en général. Et ça, forcément, c'est un enjeu politique. Les États-Unis essayent de réagir, c'est bien présenté dans ce document, et essayent d'alerter aussi le monde de ce côté-là. Mais du coup, voilà, il va y avoir une vraie bataille entre les États-Unis et la Chine pour essayer d'évangéliser l'Afrique d'un point de vue intelligence artificielle. Et donc là, j'ai vu des documents, et je n'entrerai peut-être pas dans les détails parce que c'est des sujets sensibles et j'ai pas envie d'être maladroit sur des sujets que je ne maîtriserai pas parfaitement, et je pourrais dire des approximations qui pourraient froisser certaines personnes, donc j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais j'ai vu quand même des documents qui parlaient de colonisation digitale avec ces États-Unis et la Chine justement qui essayent d'imposer leur vision en Afrique en se reposant plutôt sur leur avance technologique. Donc voilà, ça c'est un point important. J'ai notamment demandé une synthèse ici de ce document en complet, donc où on voit effectivement que la Chine exporte rapidement des technologies d'intelligence artificielle vers les pays en développement, surtout en Afrique, pour soutenir des programmes de villes intelligentes et de villes sûres. Donc là, on parle bien entendu des programmes de surveillance que j'évoquais tout à l'heure. On dit aussi que la Chine utilise les pays africains comme des laboratoires pour tester et améliorer leurs technologies, là aussi de surveillance, avant de les exporter vers d'autres pays. Et un point qui est important sur ces programmes de surveillance intelligence artificielle, eh bien, c'est que cela peut aussi renforcer la répression politique et violer les droits de l'homme dans certains pays africains qui sont sensibles sur ce point spécifique. Donc voilà, il y a des enjeux de ce côté-là et forcément ça aussi, ça impacte la géopolitique du monde. Donc là, à ce stade de la vidéo, on peut se dire que géopolitiquement, c'est un peu perdu pour nous les Européens et pour le reste du monde, qu'il y a les États-Unis et la Chine d'un côté qui vont se battre pour la plus grosse part du gâteau et que nous allons récupérer que des miettes. Et puis du coup, on peut aussi se poser la question de l'évolution de l'équilibre mondial en fonction de tout ça. Finalement, est-ce que les pays vont se rallier soit aux États-Unis, soit à la Chine en fonction de leur vision et de leurs valeurs liées à l'intelligence artificielle pour renforcer l'un des deux blocs? C'est possible, c'est forcément une probabilité de ce côté-là, mais il y a un point quand même important à considérer, c'est la tendance de ce qu'on appelle les swing states, les États pivots qui ont un avantage concurrentiel intéressant et qui peuvent donc peser dans les négociations et dans les discussions. Donc ce concept de swing states, il n'est pas directement lié à l'intelligence artificielle puisque finalement on l'utilise pour la géopolitique au sens large, mais en fait c'est intéressant de se projeter là-dedans pour notamment comprendre ce que sont ces swing states, qui ils sont également et comment, surtout d'où ils tirent leur pouvoir. Et en fait, en analysant notamment ce document de Goldman Sachs, on apprend qu'il y a 4 typologies d'états pivots, donc de swing state. J'ai fait pas mal de montage et vous voyez pas toutes les fois où j'ai buté sur ce concept, donc maintenant je vais dire que état pivot, c'est beaucoup plus facile à dire et ça m'épargnera de longues minutes de montage, mais en fait des états pivots, donc il y a 4 catégories. Il y a les entreprises qui ont un avantage compétitif d'un point de vue logistique, d'un point de vue fournisseur, j'allais dire. Ensuite, on a les états pivots qui ont un avantage parce qu'ils peuvent collaborer avec d'autres pays, soit parce qu'ils sont à côté, soit parce qu'ils sont compétitifs au niveau de la main-d'œuvre notamment, ou soit parce qu'ils ont des amitiés, des liens, des alliances avec d'autres pays. On va développer un petit peu tout ça juste derrière d'un point de vue intelligence artificielle. On a aussi les pays qui ont des capacités d'investissement importantes, forcément ça va jouer. Et enfin, des pays qui sont visionnaires, qui ont une stratégie assez visionnaire, notamment pour l'intelligence artificielle, et qui ont pris un certain avantage dans les réflexions et dans les actions et dans les innovations. Et donc en fait, dans ce document, on voit plutôt au sens large qui sont ces états pivots d'un point de vue géopolitique global. Moi, ce que j'ai essayé de faire, eh bien, c'est de prendre ces 4 catégories et de lister 10 pays, les 10 principaux pays qui seraient des états pivots et de les répartir du coup dans ces 4 catégories. Je vais vous présenter
présenter tout ça. Alors voilà ce que ça donne, c'est pas un exercice facile et j'ai pas non plus toutes les billes concernant les pays pour pouvoir peut-être faire le classement optimal. Du coup, moi je vous donne ma vision par rapport à ça, mais ça n'engage que moi finalement et vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Mais donc aujourd'hui, on a la Chine, on a les États-Unis, on a l'Europe qui va jouer le jeu de protecteur, le rôle de protecteur d'un côté, d'un autre côté, mais du côté des États pivots, je vais le retenter des swing states, j'ai réussi du premier coup, c'est top. Et bien en fait, si on regarde un petit peu selon les 4 catégories, on va retrouver d'autres pays assez intéressants. Déjà d'un point de vue fournisseur, ça va être les pays qui peuvent fournir des technologies importantes dans l'innovation liée à l'intelligence artificielle. Donc on va retrouver Taïwan, leader sur les semi-conducteurs. On parle souvent des puces chinoises et donc on dit voilà, la Chine a le lead sur les puces chinoises, mais derrière il y a tout ce qui est semi-conducteur, c'est bien plus important. Et là en fait c'est Taïwan qui est vraiment leader de ce côté-là. Donc Taïwan joue un rôle majeur et va jouer sans doute un rôle majeur dans les discussions mondiales liées à l'intelligence artificielle. Et on a les Pays-Bas, on en parlait un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, qui sont assez en avance, notamment sur tout ce qui est robotique. Donc c'est la raison pour laquelle je place ces deux pays du côté fournisseur. Ensuite, on a les pays qui peuvent collaborer, qui peuvent être peut-être, qui peuvent intervenir dans un rôle de sous-traitant pour des raisons soit de proximité géographique ou soit pour des raisons historiques. Et donc là, on a naturellement le Canada, qui est une économie moderne, qui avance sur l'intelligence artificielle et qui, de par sa proximité avec les États-Unis, peut envisager facilement des collaborations avec les US. Donc là, le Canada va jouer un rôle important. Et puis on a la France, alors déjà de par sa place dans l'Union européenne, mais aussi de par les hauts profils dont la France dispose, les cerveaux dont la France dispose, et donc il y a forcément un rôle à jouer ici. Je ne peux pas mettre la France ailleurs que dans ce bloc collaboration, puisqu'aujourd'hui, selon moi, on n'est pas du tout visionnaire sur l'intelligence artificielle, on n'a pas du tout de lead et de stratégie efficace de ce côté-là. Il se passe rien d'un point de vue éducation, il se passe rien d'un point de vue innovation, ou presque. Vous allez me parler de Mistral AI notamment, mais avec les investisseurs américains qui sont rentrés chez Mistral AI, est-ce que Mistral AI restera français longtemps? Ça reste à voir. Et puis il y a un projet intelligence artificielle du côté de Xavier Niel, mais là on n'a pas de concret non plus de ce côté-là, et ça fait 2 projets quoi. Donc si on compare aux autres pays, c'est bien trop faible. Donc la France, à sa place quand même, va avoir un rôle à jouer, ne serait-ce que de par son histoire et son poids géopolitique global et ses compétences, mais pas ailleurs que dans ce bloc collaboration finalement. Du côté des investisseurs, donc là, ce sont les nations qui sont quand même avancées, qui ont une stratégie et qui ont surtout des forces d'investissement importantes. On va naturellement retrouver les Émirats Arabes Unis, Israël, j'aurais pu les mettre un peu partout, j'ai envie de dire, dans ces blocs, donc j'ai décidé plutôt de les mettre ici, malgré le fait qu'ils soient très avancés d'un point de vue notamment militaire. On a pu le voir tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, et qu'ils aient aussi des hubs innovation qui sont assez nombreux et reconnus mondialement. Donc voilà, Israël, on pourrait les mettre un peu ailleurs, mais je pense que l'aspect investisseur, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo et en fonction moi des informations que je peux avoir, me semble être l'étiquette qui leur convient le mieux. Et puis ensuite on a tous les visionnaires, ceux qui ont une vraie stratégie et qui tentent des choses et qui sont vraiment dans l'innovation, même s'ils sont derrière les États-Unis et la Chine, ils prennent des décisions pour favoriser l'innovation. On a le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni aujourd'hui, avec notamment Microsoft qui va investir des centaines de milliards de dollars ou d'euros dans l'économie UK, Royaume-Uni, pour pouvoir développer l'intelligence artificielle, eux forcément, du coup, ils vont prendre un avantage important là-dessus. Et puis de par leur culture aussi, leur proximité avec la culture américaine, ça doit jouer. Donc le Royaume-Uni, de ce côté-là, ils sont très visionnaires et puis il se passe des choses. Il y a DeepMind qui a rejoint Google là-dessus et qui est un département d'intelligence artificielle mondialement reconnu et qui est bluffant au fil des innovations qu'il sort. DeepMind, ça vient du Royaume-Uni à la base. Donc voilà, il y a des opportunités, enfin il y a des actions, il y a des initiatives du côté du Royaume-Uni. Donc on les met ici. On a l'Inde aussi, de par les compétences, de par les forces aussi en présence, puisque la population indienne est très très importante et il y a beaucoup de compétences technologiques là-bas, et il y a un hub innovation qui est hyper important, hyper bien structuré. Donc l'Inde va avoir un rôle à jouer. La Corée du Sud, de par peut-être son côté avant-gardiste du côté de la technologie, pareil pour le Japon qui a surtout une vision
public de l'intelligence artificielle et qui a commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans ses institutions publiques parce qu'ils ont compris qu'en fait l'intelligence artificielle ça permettait de gagner en productivité et ça permettait notamment de réduire les erreurs humaines. Donc le Japon aujourd'hui intègre l'intelligence artificielle dans ses institutions publiques et ça c'est visionnaire et c'est hyper important. Donc voilà les 10 pays qui me viennent en tête. Il y aurait aussi peut-être l'Allemagne qu'on pourrait positionner, il y aurait aussi le Brésil peut-être qu'on a évoqué un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, mais voilà, je devais en citer que 10, en tout cas je m'étais fixé cette barre de 10. Donc voilà les 10 pays, les 10 états pivots qui me paraissent intéressants et qui vont avoir leur rôle à jouer dans l'équilibre géopolitique mondial et tous les impacts que va engendrer la révolution intelligence artificielle. Et donc pour conclure cette vidéo, j'avais envie de finir sur une note positive, bien que la vidéo n'ait pas forcément été négative, mais là ce qu'on dépeint depuis le début de cette analyse, c'est finalement une guerre froide entre les États-Unis et la Chine, l'Europe qui va être là pour jouer un petit peu les troubles faits, les rabat-joie d'un côté protection et d'un point de vue réglementation. Bon ok, c'est comme ça que ça a l'air de se dessiner. On a les états pivots qui vont avoir leur mot à dire et qui vont avoir quand même des leviers de négociation intéressants, mais ça restera minimal finalement par rapport aux États-Unis et à la Chine. Donc le tableau il n'est pas forcément réjouissant si on n'est pas américain ou si on n'est pas chinois. Néanmoins, il y a des initiatives aussi qui sont mises en place pour essayer de travailler une gouvernance globale, une gouvernance mondiale liée à l'intelligence artificielle, et notamment cette initiative du coup qui a été partagée par l'ONU, cette initiative de l'ONU en date du 26 octobre 2023, l'annonce de la création d'un comité consultatif sur l'intelligence artificielle pour voir justement comment on peut encadrer et gérer l'intelligence artificielle au niveau mondial. Et vous le verrez dans ce document, il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Vous allez sans doute retrouver les pays états pivots que je vous ai présentés tout à l'heure, j'imagine. J'en vois quelques-uns juste ici, mais il y a aussi des plus petits pays qui sont présentés et qui sont représentés dans ce comité consultatif. Et donc ça, c'est une des initiatives, si elle est couronnée de succès, qui pourrait démontrer qu'en fait, on pourrait avoir une gouvernance mondiale. Moi, ça me paraît compliqué parce que j'ai l'impression que les objectifs, et c'est toujours le problème en géopolitique, les objectifs des nations sont différents et du coup, des fois, on tire pas dans le même sens et c'est compliqué de se mettre d'accord parfois déjà sur des choses très petites. On l'a vu notamment sur la Covid-19, c'est pas petit cette chose, mais on a été incapable de se mettre d'accord d'un point de vue mondial. On a des objectifs et des approches qui sont différentes. Donc avec l'intelligence artificielle, ça me paraît très compliqué, mais voilà, on peut l'espérer. Et dans ce cas très précis, peut-être que l'Union européenne, de par sa volonté du coup d'encadrer et de protéger et son avance aussi sur la réglementation, parce que l'AI Act, on en a parlé tout à l'heure et j'en parle dans la vidéo que je vous présentais précédemment, je suis pas très convaincu, satisfait de ce document, mais il a le mérite d'exister et ça au moins pose les bases d'une réflexion et ça permet aussi à l'Union européenne de gagner en expérience sur tout cet aspect réglementation. Donc en fait, l'UE demain pourrait prendre le lead s'il y avait une gouvernance mondiale pour pouvoir réglementer un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est un axe possible, une évolution possible de l'équilibre mondial d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue intelligence artificielle. Voilà tout ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo très complète. J'ai essayé d'étayer mes propos du mieux possible avec des sources les plus fiables possibles et avec un maximum de détails pour vous donner toutes les clés. Maintenant, pour tout vous dire en toute transparence, j'avais prévu de vous dire ça en conclusion de vidéo, la géopolitique, j'en ai fait un petit peu à la fac, c'était le dernier partiel que j'ai passé de ma scolarité, et j'ai eu 3 sur 20. Bon, j'avais pas révisé, j'allais pas en cours, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai un peu foiré, mais voilà, je suis pas un expert de la géopolitique, donc j'ai essayé à mon humble niveau de vous proposer quelque chose qui tient la route, une vision qui tient la route, et surtout de vous donner un maximum de clés pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, que ce soit économiquement, que ce soit culturellement, ou que ce soit militairement parlant. Voilà, ça va avoir un impact sur la géopolitique, ça va avoir un impact sur le pouvoir des nations, ça pourrait très bien rebattre les cartes et le podium peut-être des puissances mondiales. Ça, seul l'avenir nous le dira. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me faire part de vos réflexions. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à compléter en commentaire, c'est important. Si j'ai aussi fait des erreurs, c'est possible, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. C'était Ludo, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des actus, des tutos, des astuces, des démos, bref, tout ce que je connais et tout ce qui m'inspire d'un point de vue intelligence artificielle, avec toujours la même ambition, même en 2024, celle de vous donner
toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. À très bientôt donc. Ciao.